d'ici 2017, on va avoir plus de 31 millions de robots domestiques qui seront vendus. Donc, indéniablement, la robotisation et plus généralement l'intelligence artificielle vont modifier les modes de vie et la structure des emplois. Est-ce que les robots sont plus forts que les humains? Est-ce qu'au final, ils vont être plus productifs? On va avoir des échanges avec nos experts, notamment sur la réinvention des métiers. Est-ce que ça a de la valeur dans tous les secteurs? Et pour cela, je vais appeler Elsa Bambaron, qui est donc journaliste tech au Figaro, qui va animer une table ronde sur l'impact de cette robotisation. En fait, il revient là. Et nous allons accueillir Pierre Calmar, donc, qui dirige eProspect France. Et nous allons accueillir Nicolas Demassieux, directeur d'Orange Labs Recherche, et Jean-Gabriel Ganassia, expert en intelligence artificielle et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Je vous laisse la parole. Et Elsa, je te laisse animer cette table. Merci. Merci. Pour ceux qui connaissent les locaux, les tabourets ne sont pas stables chez Cogent, ils ne sont pas plus stables ici. Je vous propose de commencer tout de suite, Jean-Gabriel Ganassia, par peut-être un petit état des lieux de l'art et de l'intelligence artificielle, parce qu'on a beaucoup parlé de transhumanisme, de robotisation, etc. Mais est-ce que tout ça, c'est fantasmé? Parce qu'il y a une naïe qui bat un homme au jeu de Go. Est-ce qu'on va vers une fin de l'humanité, ou est-ce que tout ça, c'est une réalité? Alors, merci de m'avoir invité, de me donner la parole sur ce sujet-là. Peut-être rappeler un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que le terme est employé couramment aujourd'hui. Quand j'ai commencé à en faire, c'était pas du tout courant. Moi, je me souviens que j'étais allé... j'avais une amie, et j'étais allé chez ses parents, j'étais présenté, il me dit « Qu'est-ce que vous faites, jeune homme ?» J'étais très timide de l'intelligence artificielle. Là, tout d'un coup, il y avait un froid glacial dans l'assemblée. J'étais sommé de m'expliquer. J'avais un peu de mal, bien sûr, et puis les gens ne comprenaient pas, je voyais, c'était glaçant, et puis tout d'un coup, la maîtresse de maison dit « Ah, je comprends, c'est vous qui allez mettre tout le monde au chômage avec vos robots. » Eh bien, ça fait longtemps, la question est la même, si ce n'est que maintenant, tout le monde sait ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, comme tout le monde sait, je vais quand même essayer de le rappeler, parce qu'il me semble qu'il y a une confusion derrière le terme. Au départ, ce terme, je crois que c'est Pascal Lévesque, c'est vous qui l'avez rappelé, il naît dans les années 50. Ce sont deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque. L'un s'appelait John McCarthy, l'autre Marvin Minsky. Et ils étaient talentueux, c'était des brillants mathématiciens. Ils venaient de terminer leur thèse de mathématiques, les deux, dans les plus grandes universités américaines. Et ils avaient vu ces nouvelles machines, qui n'avaient pas plus de 10 ans. Les premiers ordinateurs électroniques étaient sortis en 1946. Ils avaient eu des cours là-dessus, ils étaient enthousiastes. Et ils se disaient, voilà, avec ces machines, on va essayer de mieux comprendre l'intelligence. Réponse à la question qui a été posée dans la salle, se connaître nous-mêmes. Et pour ça, on va décomposer les fonctions cognitives qui concourent à notre intelligence, et chaque fonction élémentaire, on va essayer de la simuler sur une machine. Ils ont décidé d'organiser une école pour développer ce programme, et ils l'ont soumise à la Fondation Rockefeller. Et ils ont fait endosser leur projet par deux personnes notables à l'époque, Nick Rochester, qui était le directeur scientifique d'une compagnie d'ordinateurs qui, à l'époque, était assez célèbre, qui s'appelait IBM, peut-être vous vous souvenez. Et puis, le deuxième, alors vous connaissez pour beaucoup pas son nom, mais là, je vois un signe d'approbation, parce que, bien sûr, c'est un peu le commandeur dans nos disciplines, c'était Claude Shannon, le grand Claude Shannon, donc bien sûr, ça vous dit rien, mais c'est l'homme de la théorie de l'information. Et cette discipline, donc, ils ont décidé de l'appeler intelligence artificielle et d'organiser une école d'été en 1956. Ça fait exactement 60 ans aujourd'hui que cette discipline est née. Et en 60 ans, il n'y a pas une discipline qui a autant changé le monde que l'intelligence artificielle. Et ça, on l'oublie, parce qu'on ne se rend pas compte. Alors, je vais donner un exemple, parce que personne ne le sait, et pourtant c'est évident pour tout le monde, le web. Le web, vous savez que c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec un modèle de mémoire qui s'appelle l'hypertexte. C'est pour ça que le protocole du web, ça s'appelle HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Le langage d'écriture des pages web, c'est HTML,
Hypertext Markup Language, le langage de balisage de l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire conçu en 65 par un philosophe. De quoi ? Non, c'est l'hypertexte lui-même, c'est conçu par Ted Nelson en 65, et ensuite Ted Nelson s'est référé à la Memex, qui était un tout petit peu plus ancienne, qui venait de 45. Ce que je veux dire par là, c'est que Van Warbush, Ted Nelson, quand il l'a programmé en 65, il l'a publié dans les actes d'un colloque d'intelligence artificielle avec des techniques d'intelligence artificielle. On pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin, se rendre compte, regardez sur votre téléphone portable, vous avez énormément d'applications qui font appel à de l'intelligence artificielle. La voiture autonome, on en a parlé tout à l'heure, la biométrie, les langages de programmation orientés vers les objets, ce qu'on appelle le web sémantique, tout ça est issu de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment central dans nos vies actuelles, et je n'irai pas jusqu'à énumérer tous les points parce qu'on n'en finirait pas, mais tout ce qui est reconnaissance de forme, reconnaissance d'image, etc., c'est lié à l'intelligence artificielle, reconnaissance vocale, synthèse vocale, on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure un certain nombre de points. Alors, quelles sont les conséquences ? Je crois qu'il y a 3 conséquences, on reviendra peut-être là-dessus. Changement dans le travail. La robotique, rappelons que le terme robot a été inventé en 1920 par un dramaturge, et ça vient, c'est un dramaturge tchèque, il prend un radical slave, moi je ne connais pas le tchèque, mais je connais le russe, rabotat, c'est travailler, rabot, c'est un petit travailleur artificiel. Et, de quoi ? C'est pareil en tchèque. Ouais. Je pense que c'est la même chose. Ça doit être la même chose. J'imagine que c'est la même chose. Donc, des travailleurs artificiels, ça change le travail. Premier point. Et il y a énormément d'exemples. Alors, je vais quand même, puisque vous êtes des journalistes, faire un peu de publicité. Nous sommes en train de lancer une licence, une bilicence à Sorbonne Université entre mon laboratoire d'informatique et les équipes de littérature, lettres et informatique. Avec l'idée qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui doivent allier la culture classique et la culture moderne, que l'honnête homme du XXIe siècle ne peut pas ignorer le numérique et en même temps il doit avoir la culture classique. Et qu'est-ce qu'il y a comme métier ? Eh bien, il y a entre autres comme débouché le data journalisme, c'est-à-dire qu'effectivement, pour traiter aujourd'hui les informations, il faut être capable d'exploiter toutes les données qui sont sur le web, et donc de connaître les outils d'intelligence artificielle qui permettent de les exploiter, et puis avoir une compétence pour scénariser les choses, compétence de journaliste. Donc ça, c'est la première chose. Changement de travail, j'ai cité cet exemple, mais il y a énormément d'exemples de nouveaux métiers, d'évolution des métiers. Deuxième chose, changement de l'économie. Vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal Pouquet l'a dit, et je suis d'accord, la recommandation, c'est quelque chose de central. J'ai essayé de résumer ça. On passe de La femme sans tête. Vous vous souvenez, le roman de Zola sur le bonheur des dames. Il y a dans la vitrine un mannequin. La tête est remplacée par le prix, par une affichette. Et tout d'un coup, cette femme sans tête, dont uniquement les mensurations suffisent, va tout d'un coup partir dans Paris. C'est le roman, bien sûr, de Zola. Donc cette femme sans tête, qui est un peu emblématique de ce que va être la société de consommation, quelques mensurations du prêt-à-porter. Ça nous paraît évident, mais à l'époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter. C'est la naissance du prêt-à-porter. Et bien aujourd'hui, ça se transforme en la femme sans tête. Alors c'est C-E-N-T, tête au pluriel. Et là, c'est un roman collage de Max Ernst. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va profiler les têtes. C'est-à-dire qu'on va savoir quel est votre désir. C'est ça la recommandation. Et c'est ça, je crois, l'économie contemporaine. Donc, changement complet. Je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus, mais c'est important. Et puis, dernier point, changement de société. Et je pense que ce qui est majeur aujourd'hui, ce sont les changements politiques qui sont induits par les technologies de l'information. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les grands acteurs de l'Internet sont capables d'assumer ce qui relevait des prérogatives régaliennes des États. Frapper monnaie, on a évoqué un tout petit peu le bitcoin, assurer la sécurité avec la reconnaissance faciale, s'occuper de dresser le cadastre, par exemple, pour lever l'impôt, etc. Toutes ces questions sont en général en train d'être assumées par ces grands acteurs à la place des États. Et donc ça pose, je crois, des problèmes majeurs, et des problèmes de frontières, etc. Alors maintenant, je voudrais aller un tout petit peu plus loin pour répondre à ce qui a été dit. C'est que on a, aujourd'hui, on l'a vu, un changement de société
extrêmement important, avec des conséquences qui peuvent, à certains égards, être inquiétantes. Pas uniquement, bien sûr. Mais ensuite, il y a une question sur les limites de cette évolution. Alors, sans aller jusqu'au bout, parce que ça pourrait bien sûr faire l'objet de beaucoup de débats, je vais prendre un concept qui me semble essentiel, c'est le concept d'autonomie. Autonomie, au sens technique, c'est extrêmement bien défini. On sait que quelque chose est autonome s'il y a une chaîne qui va de la prise d'information à la décision et qui ne fait pas intervenir l'homme. En ce sens-là, on sait ce qu'est une voiture autonome. Mais il y a une deuxième notion derrière l'autonomie qui est une notion philosophique. Et là, je crois que c'est tout à fait central, parce que c'est bien là qu'aujourd'hui, on se heurte quand même à des limites, parce que ça, on n'en sait rien. L'autonomie au sens philosophique, c'est un sujet, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut dire « je ». C'est-à-dire, ce serait une machine qui aurait une conscience. Alors, non pas qu'elle soit capable de se représenter en train d'évoluer, ça, effectivement, c'est ce que font les machines aujourd'hui. Certaines techniques d'apprentissage, pas toutes d'ailleurs, font qu'une machine se regarde en train d'agir et essaye de s'améliorer. Non, je parle d'une conscience au sens fort, au sens vraiment philosophique, d'un moi. Alors ça, on en est bien loin, et c'est bien sûr toute la question de la conscience. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas en 5 minutes la développer, mais je crois que là où je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les philosophes connaissent quand même un tout petit peu cette notion de conscience, et ils distinguent différents types de choses, entre la conscience environnementale, la conscience existentielle, qui est ce que vous attribuez à un être parce que vous le voyez comme s'il était animé par une conscience. Ça, on sait très bien ce que c'est, ça marche très bien. Avec les machines, on a tout un tas d'expériences qui montrent qu'on est capable de... Il y a une forme d'animisme avec la machine. On pourrait revenir d'ailleurs sur la question d'âme. La question d'âme, ce n'est pas obligatoirement la question de spiritualité, c'est une question ancienne, on la retrouve chez Aristote, et justement, on peut dire qu'on a des âmes, mais pas au sens spirituel, mais qu'on a des âmes avec les machines. Mais il y a une deuxième notion de conscience, et alors là, c'est beaucoup plus difficile, c'est la conscience au sens phénoménologique. Quand vous avez mal, alors là, bon, on ne sait pas du tout, et on a quand même quelques expériences des travaux de neurosciences qui nous montrent qu'on essaye d'approcher ces choses-là. Alors là, avec une machine, on n'en sait rien du tout. En tout cas, avec les techniques actuelles électroniques, on est extrêmement éloigné d'approcher cette question de conscience. Puis il y a une troisième notion de conscience, là vous l'avez évoqué, c'est bien sûr la représentation de soi-même. Alors là, oui, bien sûr, on est capable d'approcher ça avec une machine. Voilà. Moi, je suis désolée, je vais revenir à des propos un tout petit peu plus terre à terre. Je vais me tourner vers Nicolas de Massieu. Et la robotique dans tout ça. Alors, moi, j'avais interviewé, je rencontrais à plusieurs reprises Henri Sédou, le patron de Parrot, notamment quand il a lancé un pot de fleurs connecté. Il m'a dit, te trompe pas Elsa, ça c'est un robot. Et ça pose aussi le problème du robot. On imagine tous Pepper, le robot de... maintenant SoftBank avec ses bras et ses grands yeux. Et en fait, est-ce que le robot, c'est pas du tout autre chose qu'un humanoïde, mais un objet qui est capable de communiquer, de donner des recommandations, et en fait, on en a déjà plein autour de nous. Oui, c'est vrai que... alors moi il se trouve que j'ai trempé dans l'intelligence artificielle au début des années 80, donc comme tout le monde, j'y ai cru, et après ça a été lent, et puis maintenant on a des progrès extraordinaires. Très bien. Progrès extraordinaire dans des tâches spécialisées. Et juste rajouter, pour revenir sur les robots, qu'on a beaucoup parlé du réseau de neurones. À la limite, il n'a pas beaucoup changé depuis les années 80, ce réseau de neurones, même si on a mis un peu plus et qu'on a des machines un peu plus puissantes. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on est capable de le nourrir avec des données d'apprentissage qui sont, elles, très très riches. Et c'est ça qu'on n'avait pas dans les années 80. Et donc, ce qui fait le pouvoir de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas trop l'intelligence de l'algorithme lui-même, c'est la capacité de lui amener des données d'apprentissage en grande quantité, en grande qualité. Elles sont annotées. Mais il se trouve que je faisais aussi du hardware, surtout, et j'ai surtout fait du hardware au début de ma carrière. Et effectivement, au début des circuits intégrés qui nourrissent d'ailleurs notre intelligence artificielle à la loi de Moore, on double la puissance de calcul des ordinateurs tous les 18 mois, ça continue, même si ça se ralentit un petit peu. Et ça a nourri cette révolution de logiciels qui a forgé plein d'automatismes de toutes sortes. On faisait référence au web. Il y a déjà de l'intelligence dans le web à tous les niveaux. Elle est artificielle parce qu'elle a été faite par l'homme et elle est relativement intelligente sur des mécanismes réflexes. Et donc, on a en 30 ans connu cette révolution du logiciel, le software is eating the world, qui nous a créé l'Internet, les logiciels, les algorithmes et, à la fin, l'intelligence artificielle. Et moi, ce que je voudrais dire, et ça nourrit tout aussi une dynamique d'innovation. C'est-à-dire le logiciel est au cœur de la grande innovation bubble qui est dans la Silicon Valley et qui a rayonné dans le monde entier.
Après, si on revient à la question des robots et du hardware, ce qui me paraît fascinant aussi depuis quelques années, et c'est marrant que ça arrive en même temps, c'est qu'on voit que le hardware reprend de la capacité, enfin, en termes techniques, à fonctionnaliser des tas de choses. Avant, il y avait que le logiciel qui pouvait s'améliorer lui-même. On a maintenant de la mécanique qui s'améliore elle-même. On a maintenant alors ça se manifeste par ces drones, ça se manifeste par des tas d'objets connectés qui apparaissent. On a des matériaux qui sont fonctionnalisés aussi, des peintures qui changent de couleur, enfin, ça prolifère dans tous les sens, hein, des matériaux biologiques, des matériaux mécaniques, etc. Et ce hardware doté de capacités d'intelligence hardware, c'est-à-dire un robot, il pense un peu, mais surtout il agit beaucoup. Donc il a une intelligence, on va dire, manuelle, pragmatique, suivant qu'il a des mains ou il a des roues, ou il est collé au mur et il ne bouge pas. Mais ça n'est pas moins un robot au sens où il observe son environnement, il se passe un peu de réflexion et il fait quelque chose. Et ces machines, ces objets connectés, qui sont en train d'apparaître, alors des gadgets et puis des choses plus sérieuses, ils sont en train progressivement aussi de se composer avec la révolution du logiciel pour faire une sorte d'innovation au carré, hein. Il y a du logiciel qui innove et puis aussi de la mécanique et du hardware qui innove. Ce qui m'intéresse, c'est comment c'est un peu la question qui nous est posée, comment ça nous change, nous, dans notre rapport au monde, un individu, puis comment ça change le fonctionnement collectif de la société, tant d'un point de vue économique que politique ou dans tous les chapitres de jeu. Alors déjà, ce que je disais, pour ce qui nous concerne, nous, on vient de passer quand même 30 ans où on avait une sorte de schizophrénie, pour ceux qui sont nés dans le web ou avec le web, etc., entre je vais sur l'Internet, je suis dans le digital, j'ai à travers quoi un PC, ou mon smartphone et une dalle en verre sur lequel je glisse mon doigt et je fais des allers-retours entre le monde physique, je dirais pas réel pour pas rentrer dans un débat philosophique, mais le monde physique, et puis ce monde de l'Internet doté de plein d'informations, de plein de services très intéressants et qu'on utilise de plus en plus souvent. Mais toujours à travers cette interface, je dirais, qu'on a tous dans la poche et qu'on utilise tant de fois par jour. Bon, ça, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser par plein de manières. La première, peut-être, demain, aurez-vous des lunettes ou des lentilles greffées qui permettraient de rajouter de l'information digitale sur votre perception du monde physique. Peut-être. Pas encore tout à fait au point, je pense qu'il faut attendre quelques années avant qu'on vous fasse cette proposition-là. L'accepterez-vous? Comment vous réglerez ce que vous voyez entre la version naturelle, hein, comme dans le yaourt, hein, vous avez avec sucre ou sans sucre, vous aurez peut-être un truc qui dit version naturelle du monde et version augmentée. Voilà. Puis suivant les jours et suivant vos croyances, vous allez être plus ou moins dosé en enrichissement d'informations. Donc, première explosion, vous accéderez, je dirais, spontanément par vos sens naturel à de l'information dans votre vie physique. Ça, c'est le plus évident. Mais le moins évident, et ce qui est aussi passionnant, c'est que vous allez aussi interagir avec votre monde, votre environnement ambiant, les objets qui sont autour de vous, qui peu à peu, de bêtes qu'ils sont, vont devenir peut-être plus malins. Le rétroprojecteur qu'on met des heures à brancher, la place de parking qui ne s'ouvre pas, il faut trouver un badge, etc. Et c'est compliqué parce que j'ai oublié mon badge. Ah oui, mais si vous pouvez me reconnaître et puis vérifier que j'ai bien été invité, peut-être qu'il me laisserait rentrer tout seul. Et ces objets qui vous entourent aujourd'hui, qui sont peu capables et peu connectés, comme le coût de l'électronique baisse et qu'on les raccordera tous à l'Internet un jour ou un autre, ils deviendront tous capables et tous connectés à des services. Ce qui fait que votre environnement, il devient lui-même réactif à ce que vous faites. Vous êtes dans une situation de professionnel, vous rentrez dans une salle de réunion, la salle sait qu'il n'y a pas assez de chaises pour les gens qui vont arriver, donc il y a quelqu'un une chaise qui se déplace toute seule si elle est robotisée, qui s'amène pour que vous puissiez vous asseoir. Donc on a un environnement qui devient réactif. Ambiant. Alors on appelle ça techniquement les systèmes cyberphysiques et on peut parler d'intelligence ambiante, mais pas au sens intelligence seulement cérébrale, mais aussi intelligence pragmatique. Il y a un objet, ça fait des choses. Une porte, ça s'ouvre, ça se ferme. Un extincteur, ça s'allume. Enfin, tous ces objets qui nous servent depuis l'aube de l'humanité et que nous construisons. Donc ça, cette nouvelle manière d'être en relation avec un monde doté de capacités de réaction va être un changement de notre interface, de manière d'échanger avec le monde qui nous entoure. Et moi, je trouve ça assez passionnant parce qu'on l'observe déjà tous les jours. On observe déjà tous les jours que nos comportements sont différents selon que l'objet qui est à côté de nous est plus ou moins malin, plus ou moins capable, etc. Et c'est aussi compliqué parce qu'on n'a jamais réellement vécu ça. On sait
interagir avec une foule d'êtres humains, on a été éduqués pour ça, ou on essaye en tout cas d'interagir avec une foule d'êtres humains, mettre en relation avec des objets à des degrés d'intelligence différentes, ça crée effectivement des choses qui vont changer. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça peut changer d'un point de vue économique, collectif, etc. On peut voir plusieurs choses. La première chose, moi j'ai un peu l'impression que ça peut nous amener quand même à, même si le mot naturel est à critiquer, mais à être dans des modalités d'interaction avec notre environnement physique plus naturelles que le fait de passer par des médiations électroniques explicites, etc. Donc là, on va avoir peut-être une technologie qui va s'effacer. C'est Clarke qui disait une technologie suffisamment avancée est indistinguable de la magie. C'est vrai que si on ne voit plus la technologie, on reste, peut-être ça peut réhumaniser un certain nombre de nos relations, puisqu'il y a plein de choses qui sont automatisées, qui se font dans le background, et qui, si elles se font correctement, nous amènent à passer moins de temps dans des complexités technologiques. On voit aussi que ça va révolutionner, puisque là on touche le monde physique. Il y a des tas de domaines qui sont peu touchés par la numérisation, tout simplement parce que quand il s'agit de déplacer des sacs de sable, déplacer des sacs de sable, c'est pas un logiciel qui va le faire, d'accord, c'est des machines. Et que là, Là, je suis pas d'accord, parce que j'ai eu un exemple hier de l'hôpital de Metz qui a des machines pour déplacer pas des sacs de sable, mais des paquets de linge. Oui, mais c'est bien. Si vous avez que l'ordinateur, vous ne déplacerez pas un sac de sable. Il vous faut quand même ou des roues ou des bras, ça s'appelle etc. un ordinateur à roulettes, c'est un robot. Oui, mais je pense que ce qu'on oublie, là, vous êtes fasciné par la partie réflexion. Oui, où dois-je déplacer ce sac de sable? Ça, c'est le logiciel. Mais la capacité physique à déplacer un sac de sable, ça demande de l'énergie, ça demande des moteurs, etc. Et là, on est dans le hardware, on est dans le brick and mortar, comme disent les Américains. Et c'est ça que je pense, on est tellement fasciné par cette révolution, on va dire, du logiciel, qui est admirable. C'est-à-dire que moi j'ai vécu et qui nous donne toute cette puissance de calcul et d'intelligence. Mais quand on la combine à une capacité d'agir dans le monde physique, d'avoir des senseurs physiques qui voient dans toutes les ondes électromagnétiques, dans la lumière visible, dans le son, qui entendent. Et là, on reconnecte, si vous voulez, un monde numérique, un peu éthéré, un peu abstrait, à notre planète. Alors, dans le domaine des crises environnementales, est-ce que bien utilisé, ça peut nous aider à accélérer notre maîtrise du réchauffement climatique, etc. Techniquement, oui, parce qu'on peut agir sur le monde physique beaucoup mieux. Est-ce que pour prendre un truc plus industriel, dans la logistique, ça nous permet de livrer des colis pour beaucoup moins de coûts énergétiques? Sans doute oui, bien utilisé, parce qu'on a des capacités d'action dans le monde physique. Donc pour moi, la révolution des robots au sens très large, pour moi un robot, c'est pas juste un truc humanoïde qui parle comme moi, ça c'est le robot vision un peu historique, fantasmatique. Mais la machine intelligente doit être dotée d'un minimum de capacité d'action qui nous entoure dans tous les compartiments de jeu. J'ai parlé des extincteurs, des machines à café, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et fonctionnant ensemble dans une meilleure intelligence et avec nous, ça va révolutionner effectivement la logistique. Et ce qui est important, c'est que ça touche le monde physique. C'est mon grand message. C'est-à-dire qu'on couple des raisonnements et une capacité d'action dans le monde physique. C'est ça la révolution de la robotique. Et je crois que c'est quelque chose qui est très différent des 30 dernières années qui ont été essentiellement pilotées par le logiciel et par la révolution logicielle. Je vais me tourner vers Pierre pour voir aussi ce que ces intelligences artificielles changent dans notre quotidien et dans une approche marketing. On est passé d'une communication au client à une communication à le client. Et ça pose aussi... c'est mieux et c'est moins bien. Soit on a dû peu cibler, soit on a dû trop cibler. Moi, je cite toujours l'exemple. Il y a quelques années, j'ai acheté un trampoline pour mes enfants pour mettre à la campagne. J'ai reçu des pubs pendant 2 ans. Alors, j'en ai acheté un grand. En plus, il fait 4,50 m de diamètre. Donc, j'allais pas en mettre 4 dans le jardin. Il n'y avait pas la place. Donc, le ciblage, c'est bien, mais c'est pas encore tout à fait au point. Et c'est pas forcément quelque chose de pertinent. Et est-ce qu'on va avoir une évolution complète? On parle aussi, nous, on a revu l'application du Figaro. On peut la personnaliser. Comment tout ça peut évoluer? Déjà, tu n'avais pas la bonne chance pour la marque de trampoline, parce que bien accompagné, elle n'aurait pas fait cette connerie. Mais, j'ai pas choisi. Mais effectivement, on est tous victimes, plus ou moins, de ce type de choses. Non, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans le monde de la communication, on a toujours un peu le sentiment d'être au cœur de ça, parce que finalement, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est d'abord une révolution du langage, donc de la conscience, et donc de la communication. Et c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est la communication qui matérialise, en fait, concrètement, cette évolution. Et moi, je suis persuadé que la dichotomie, justement, homme-machine, je vais venir à ta question, t'inquiète, est en fait une dichotomie historique, mais très limitée dans le temps, puisque la réalité, ce sera certainement une fusion entre l'homme et la machine.
on a une chance extraordinaire en tant qu'être humain, parce que je suis persuadé que l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui va disparaître, c'est d'inventer notre propre avenir. Ça, c'est assez inédit, en tout cas sur la planète Terre. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, et je pense qu'il faut se saisir cette occasion. Et moi, je suis persuadé aussi que les consciences aujourd'hui, les citoyens consommateurs, commencent confusément à sentir ce mouvement-là. Et on le voit à travers ce que vous avez dit tous les deux, l'évolution des objets, l'évolution des robots qui nous permettent d'appréhender le monde différemment, l'intelligence augmentée, puisque moi je préfère le terme augmenté, artificiel, bon, après c'est un débat, et en tout cas tout ça, tout le monde sent confusément ce qui est en train de se produire. Et donc forcément l'être humain, il a une réaction par rapport à ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les citoyens consommateurs. Ce sont des réactions assez inédites et qui justement vont faire modifier considérablement le rapport à la communication, et notamment la communication commerciale et la communication des médias. Et le premier point qui me paraît important là-dedans, c'est ce que j'appelle l'ère de l'hypertransparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une schizophrénie absolument incroyable. C'est qu'en tant qu'être humain, 95% des gens se soucient de leur vie privée et du secret de leur vie privée, alors que dans le même temps, ils exigent une transparence absolue des hommes politiques et des marques. C'est-à-dire qu'on a une logique complètement ambivalente en disant finalement, je vis dans un monde qui me permet cette transparence inédite, et en même temps, je veux me protéger moi-même. Et pour la communication et le marketing, c'est absolument essentiel. Et on a vu d'ailleurs récemment, à la fois au niveau politique et au niveau des marques, à quel point un manque de transparence peut emporter corps et bien des marques dans une spirale extrêmement négative. Et donc, de plus en plus, au niveau du marketing, de la communication, les marques doivent prouver d'une façon extrêmement explicite quelle est leur éthique, comment ils traitent les êtres humains, comment ils produisent justement les services et les produits dont ils nous abreuvent, quelles sont leurs motivations. Et on en revient à des choses extrêmement essentielles, même dans le marketing aujourd'hui, c'est que les gens achètent de plus en plus des produits, non pas, on va dire, pour leur fonctionnalité en tant que telle, mais pour la raison pour laquelle ils sont faits. Et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Les motivations, finalement, des grands industriels devient quelque chose d'essentiel, pour plein de raisons, justement, qui ont trait à cette logique de transparence demandée et absolue. Et ça, bien entendu, c'est l'immense territoire de liberté que nous offrent notamment les plateformes digitales qui produisent cet effet-là. Et quant aux adeptes justement de la déconnexion, du retour à l'authentique, etc., je pense que c'est un fantasme complètement has-been, mais ça date depuis Mathusalem, puisque de toute façon, le c'était mieux avant, on le voit dans tous les textes depuis des millénaires, donc voilà. Mais pour moi, c'est absolument pas un sujet. L'histoire ne fait pas de retour en arrière. Tu parlais de singularité, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire et on ne revient jamais en arrière, donc c'est un fantasme. C'est un peu comme l'histoire du Truman Show, tu sais, pour ceux qui se souviennent de ce vieux film. Jim Carrey, voilà. Le gars, pour rappeler l'histoire, il est super heureux dans un monde complètement fake, jusqu'au jour où il découvre, pour ceux qui se souviennent du truc, qu'il est enfermé dans une espèce de bulle de télé-réalité et que tout ce qui l'entoure est faux. Et ce qui est amusant, c'est que tant que le mec ne le sait pas, d'où le phénomène de la conscience, il est parfaitement heureux. Le fait qu'il le sache et qu'il donc puisse simplement supposer l'existence d'un ailleurs le rend soudain extrêmement malheureux. Et ça, je pense que c'est un phénomène extrêmement important sur la communication d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la possibilité de l'ailleurs est quelque chose qui est extrêmement présent, puisque l'ailleurs, il est à portée de main, à portée de clic. L'objectif de Google, c'est de donner accès au savoir humain dans son entier. C'est pas du tout de faire un moteur de recherche. Larry Page ou Sergey Brin, au départ, leur objectif, c'est de dire « moi, je veux numériser le savoir humain et historiser l'histoire ». Bon, Voilà. Depuis, ils ont bien monétisé tout ça quand même. Ah, bien entendu, mais leur motivation essentielle au départ, c'est ça. Et donc, et aujourd'hui, tout le développement aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et tout ce qu'ils font aujourd'hui sur l'immortalité, l'espèce de quête justement du post-humain, est lié directement à cette logique de croyance. Après, bien entendu, c'est un business énorme, ce business étant l'expression des moyens dont ils ont besoin pour développer cette vision. Voilà. Et fondamentalement, je crois que la communication aujourd'hui est exactement à ce tournant-là, c'est-à-dire une volonté d'hyper-transparence qui nous change radicalement, qui utilise les algorithmes, l'intelligence artificielle pour cibler chacun de façon la plus précise possible. Mais là encore, nous sommes très peu digital natifs dans cette salle. Les vrais digital natifs, c'est nos enfants, désolé de vous le dire, à commencer par les miens, évidemment. Moi aussi, je suis complètement has-been là-dessus. Eux, ils raisonnent de façon très différente, et on le voit très bien dans les enquêtes aujourd'hui.
Leur problème n'est pas de dire finalement je ne refuse d'être ciblé parce que j'ai psychologiquement une réticence à être ciblé par les marques. Absolument pas. Moi, mon gamin qui a 17 ans, il préfère largement avoir des pubs pour Adidas ou pour la dernière musique qu'il aime ou un film sympa à aller voir, plutôt que pour des couches culottes dont il n'a absolument rien à foutre. Donc aujourd'hui, ils ont totalement accepté l'idée que, le système repose sur cette logique mercantile, point 1, et que sinon il n'y aurait absolument rien, aucune plateforme digitale et toute cette histoire d'intelligence artificielle ne serait absolument ni financée ni existante. Un peu radical, mais ça fait du bien le matin. Et 2, que puisque c'est un mal nécessaire, ils préfèrent largement être ciblés d'une façon pertinente dans leur écosystème, dans leurs préoccupations, dans l'environnement, plutôt que dans l'ère du n'importe quoi et de l'exposition complètement atomisée, on va dire, de communication de marque qui ne les concerne pas. Voilà. Et je pense que ça, c'est une vraie réflexion. Et pour les marketeurs d'aujourd'hui, c'est ce sur quoi on travaille. J'ai entendu un là, je ne suis pas d'accord de la part de Nicolas. Mais j'espère bien. J'ai juste hoché la tête, donc vous avez vu, je ne suis pas d'accord. Non, je pense qu'il y a 2 points, il y a 2 points sur lesquels il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que moi, je suis fanatique de ces technologies, avec leurs limites, et comme toute technologie, elles peuvent porter des tas de... De toute façon, le problème, ça a été dit, c'est en nous et c'est pas dans la techno. Bon, ok. Il y a quand même 2 points importants. Il y a un premier point sur la notion d'hyper-personnalisation qui est que voir des choses qui ne m'intéressent pas, c'est comme ça que je me suis développé, que j'ai découvert mes centres d'intérêt, pas parce qu'on m'a donné toujours les centres d'intérêt que j'avais déjà, c'est parce que je suis tombé sur des trucs que je ne connaissais pas, donc la sérendipité. Et donc on voit que poussé à l'extrême, l'hyperpersonnalisation sépare les êtres humains et vous enferme. Bon, c'est clair, mais sauf que aujourd'hui les contre-pouvoirs qui permettent de sortir de ces hyperpersonnalisations, ils ne sont pas si évidents que ça dans certains cas. Donc attention, oui, c'est sympa d'avoir l'offre qui va bien au bon moment, mais si on est enfermé dans sa bulle, tout le monde connaît cette expérience, vous prenez des députés américains, vous leur faire taper au Barack Obama sur un moteur de recherche, et suivant qu'ils sont démocrates ou républicains, ils ne voient pas les mêmes pages, et ils croient que tout le monde pense comme eux, parce que toutes les pages qui montent, c'est les rankings des bons. Premier point. Et deuxième point qui est moins connu aussi, je veux dire, la loi de Moore, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire, votre ordinateur, il est beaucoup plus puissant qu'il y a 5 ans, etc. Donc, et Google aussi. Les grandes boîtes ont des gros ordinateurs pour stocker vos données, etc., vous profiler et vous vendre ce qu'ils ont à vous vendre. Je ne pense pas de jugement moral, c'est comme ça que ça marche. Vous aussi, vous avez un ordinateur de plus en plus puissant, votre smartphone, vous avez dedans, votre poche, l'équivalent de 30 Cray XMP, qui était le plus puissant ordinateur du monde dans les années 80, et qui valait 14 millions de dollars pièce. Donc vous avez quand même de l'argent dans la poche. Alors le problème, en théorie, pour cette intelligence artificielle, elle vous sert, il y a une question d'intentionnalité, de libre arbitre, ça a été évoqué tout à l'heure. Vous, dans votre vie, vous avez envie de faire des choses, vous avez des aspirations, et puis des gens veulent vous vendre des promesses, que ce soit des trampolines ou de la publicité. Voilà. Il y a un moment donné, si vous aviez les mêmes armes, on va se dire, d'intelligence, de filtrage, de profiling, etc., on pourrait aussi, vous, programmer votre intelligence artificielle personnelle pour que quand même ce qui vous intéresse, bien qu'on vous propose du trampoline, c'est autre chose, et s'il te plaît, donne-moi plutôt de la pub qui m'intéresse, et c'est moi qui le décide ce qui m'intéresse. Mais il y a une petite dissymétrie, c'est que la plupart d'entre nous ne sommes pas capables d'utiliser notre puissance de calcul personnelle à nos fins personnelles. Donc cette dissymétrie des gens qui ont une espèce de capitalisme de la donnée et des grandes puissances financières et des grandes puissances de calcul, en théorie, le monde est symétrique, la puissance de calcul elle augmente aussi vite dans votre poche que dans les grandes boîtes, sauf qu'on ne sait pas bien l'utiliser. Donc je pense qu'il y a des moments de réglage qu'il va falloir avoir où le balancier ira un peu trop loin dans l'hyper-personnalisation, la capture de vous-même, et à un moment donné, il faudra qu'on se réapproprie, et je pense vraiment, et d'ailleurs Orange le pense aussi, c'est pas que moi qui le pense, que la réappropriation par chacun de ces technologies et la mise dans les mains de chacun des capacités, de la puissance de ces technologies, c'est un enjeu important pour le 21e, pour qu'il y ait un bon équilibre entre ceux qui font avancer la techno, c'est une chose, et ceux qui vivent dans notre vaste monde, c'est-à-dire nous-mêmes. Je voulais quand même vous poser une question, Jean-Gabriel. Est-ce qu'on va avoir besoin, dans ce monde qui est quand même de plus en plus complexe, finalement, non pas de prothèses pour être dans le transhumanisme, mais finalement d'une assistante intelligente plus qu'artificielle, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous, pour dire je ne veux plus être, juste demander en le disant, en le formulant, je ne veux plus recevoir de pub, je voudrais trouver mon chemin, en fait, arriver sur une assistance artificielle. Je vais peut-être le reformuler autrement.
En introduisant un c'est concept. open bar, allez-y, on va formuler. C'est la question que vous posiez, mais le reformuler de façon plus conceptuelle. Bon, certes, on travaille dans nos laboratoires sur des assistants intelligents, et vous avez vu, c'est à la mode aujourd'hui. On a parlé de celui de Microsoft, on a parlé de celui de Apple qui est celui d'après Siri, on a parlé de celui d'Amazon, Echo, etc. Donc vous en avez partout. Mais de façon plus générale, je crois que malheureusement, on a tendance trop à regarder un peu le passé. C'est-à-dire qu'on est un peu comme l'ange de l'histoire de Benjamin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il regarde, c'est l'histoire, donc on se dit que ça devrait aller vers le futur. Et en fait, il regarde toujours vers le passé. Nos craintes sont vers le passé. Et effectivement, vous parliez de transparence et d'inquiétude, on a peur de la surveillance. On peut se demander pourquoi on a peur de la surveillance. On se dit, mais il va y avoir un État totalitaire. Alors, bien sûr, il y a des États totalitaires comme la Corée du Nord. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la communauté européenne, que M. Hollande vont être des dictateurs d'États totalitaires? Non mais, je veux dire, justement, on rigole. Parce qu'on n'y croit pas vraiment. Je pense que le danger du futur, ce n'est pas la surveillance, c'est-à-dire au sens étymologique, le fait que ceux qui ont le pouvoir regardent et prennent de l'information, mais c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle la sousveillance. C'est un technologue américain qui a introduit ce concept, je l'ai repris. Ce technologue, c'est quelqu'un qui s'appelle Steve Mann, peut-être que vous le connaissez un peu. Si vous cherchez sur Internet, il est très étonnant parce qu'il a équipé ses étudiants et lui-même d'ordinateurs. Il faisait de l'informatique vestimentaire. Et il est à l'origine des Google Glass, qui sont apparues, qui ont disparu, mais qui vont réapparaître, parce qu'on sait qu'elles sont toujours à l'étude, dans les laboratoires de Google. Ça permet d'avoir de la réalité augmentée, etc. Et donc ce concept de surveillance, il est important, parce que ça veut dire que tout le monde est capable de prendre de l'information et de surveiller le pouvoir d'une certaine façon. Donc c'est pas le fait d'avoir du pouvoir qui vous donne de l'information, c'est tout le monde. Et tout le monde peut diffuser de l'information. Pendant longtemps, vous voyez, des organes de presse comme vous, il fallait avoir beaucoup d'argent pour les mettre en œuvre. Maintenant, vous voyez bien, n'importe qui, dans une rame de métro, voit une altercation, hop, il prend une vidéo et puis il vous l'envoie, et vous la diffusez. Le métro n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Donc, il y a une logique différente. Alors, quelles sont les conséquences de ça? C'est que, dans le cadre de la surveillance, les hommes qui avaient de l'information avaient du pouvoir. Pour prendre de l'information, il fallait avoir du pouvoir, et l'information renforçait votre pouvoir. Et quand on voulait que quelque chose ne se sache pas, on gommait, on caviardait. Aujourd'hui, on ne caviarde pas. Tout le monde sait tout. La logique de surveillance, c'est que tout le monde donne de l'information. Mais alors maintenant, qui a le pouvoir? Ce n'est pas celui qui voit, c'est celui qui est vu. Celui qui attire vos regards, celui vers lequel vous allez tourner les caméras de télévision. Alors pourquoi ça pose un problème? Normalement, tout le monde peut diffuser, donc tout le monde, mais parce qu'on a des capacités cognitives illimitées. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est notre capacité à attirer l'attention et nos restrictions de capacité d'attention. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et donc, bien sûr, ce dont on va avoir besoin... Non, mais c'est pas grave, de toute façon, vous l'avez reformulé, donc... Excusez-moi. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, et je comprends la remarque sur l'hyper-personnalisation, mais moi, je crois au contraire, effectivement, il y a une explosion incroyable du nombre de contenus. Donc, l'hyper-personnalisation n'est pas une négation de la découverte de choses nouvelles. Au contraire, les générations d'aujourd'hui sont, à mon avis, dans une époque absolument inédite pour découvrir un pan incroyable du savoir humain. Jamais on a connu ça. Au Moyen-Âge, c'est évident. Mais même par rapport à notre propre génération, aujourd'hui, les gamins, ils savent beaucoup plus de choses sur le monde que ce que moi, je savais à leur âge. Et c'est une évidence. Donc, de toute façon, cette curiosité humaine et cette capacité à aller découvrir des choses nouvelles, elle existe de façon absolument remarquable. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on est tellement noué d'informations que là aussi, on arrive à une sorte de paradoxe, on va dire, spatio-temporel, je trouve. C'est que les générations à venir, elles vont être confrontées à quelque chose d'assez inédit. C'est qu'à la fois, leur durée de vie donc, va s'allonger considérablement. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des points que les transhumanistes, d'ailleurs, répètent à l'infini. Mais c'est vrai, peut-être l'immortalité, enfin en tout cas, une durée de vie qui va s'allonger considérablement. 300 ans, 400 ans, 500 ans. Donc une durée de vie très très longue.
Et dans le même temps, eh bien, on doit réagir de façon extrêmement court-termiste. C'est-à-dire que cette espèce d'avalanche d'informations permanente nous oblige à réagir de façon très court-termiste. D'où d'ailleurs la réflexion. Les journalistes sont nécessaires parce que nous on filtre et on vous donne des vraies infos. Tout à fait. Des vrais, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, d'où la réflexion qui est de dire finalement les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus forcément l'attention, etc. Moi je crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, ils sont beaucoup plus agiles que nous et ils gèrent à la fois un temps très très court parce qu'ils doivent réagir très très vite. Mais je dis ça de nos gosses, les hommes politiques pareil. Les hommes politiques, il y a une telle avalanche d'informations et d'événements qui doivent sans arrêt répondre dans la demi-seconde, ce qui d'ailleurs produit souvent des catastrophes. Et en même temps, gérer le temps long. Et donc, si vous avez à la fois un allongement de la durée de vie et en même temps une capacité d'action de plus en plus courte, vous démultipliez complètement votre présence au monde et donc votre conscience. Et donc, de fait, votre capacité à agir dans le monde. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et évidemment, la communication joue totalement sur ces logiques-là. Elle est beaucoup plus, aujourd'hui, à deux voies entre les marques, les gouvernements et les citoyens consommateurs. Mais en tout cas, c'est une accélération sans précédent du rythme de la vie, en fait. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire. Je terminerai sur un point qui me tient à cœur. Parce qu'on parle aussi depuis tout à l'heure, justement, qu'est-ce qui fait la différence entre justement cet individu agissant qui lui-même est de plus en plus actif sur le monde et une intelligence artificielle. Il y a un élément qui est moteur et qui est essentiel à mes yeux, qui est le désir, tout simplement. Parce que, et d'ailleurs, probablement l'un des points de fond de la conscience, c'est le désir. Bon, Nietzsche, la volonté de puissance, c'est ce qui drive finalement l'apparition de la conscience. Et le fait de vouloir perdurer, puisque on dit oui, la conscience, c'est se regarder soi-même, etc. Mais l'élément essentiel, et la question essentielle qui a été posée en creux tout à l'heure, et qui moi me paraît limpide, parce que j'aime Nietzsche, c'est ça, c'est la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et d'ailleurs d'où les fantasmes et les craintes d'ailleurs, la vraie rupture, c'est ça, c'est quand vous mettez du désir, et donc de la volonté de puissance quelque part, là vous créez une rupture parce que vous créez un être. Et c'est là où il y a quelque chose, à mon avis, qui est totalement disruptif. Et c'est pour ça, je termine là-dessus, que je crois fondamentalement en la fusion entre le biologique et le biotechnologique, entre l'homme et la machine, et non pas à une sorte d'affrontement à la matière d'un Blade Runner, mais plutôt une logique fusionnelle à terme dans un mouvement qui est, je suis entièrement d'accord, 100% naturel. C'est l'évolution de l'univers, tout simplement. Moi, je voudrais quand même poser une question à Nicolas sur tout ce qui est problématique des données personnelles, puisque ces intelligences artificielles se nourrissent en fait des informations qu'elles vont récupérer dans notre vie quotidienne. Est-ce que tout le monde a conscience que lorsqu'il achète un smartphone, et bien finalement, ces déplacements pourront être utilisés peut-être un jour par la RATP, la SNCF, Renault, pour optimiser leurs propres services. Quand on achète un capteur de mouvement, est-ce qu'on a conscience que finalement, ça va aussi être utilisé par une assurance parce que c'est des données anonymisées et revendues. À quel moment on place le curseur de l'acceptable, l'inacceptable, le service rendu, l'avantage? Vous avez un micro. En fait, sur Vous le avez capteur 2 minutes. sur le capteur de mouvement, c'est pas le pire entre guillemets, parce que et même un capteur de mouvement ou même un capteur de température, si un hacker réussit à rentrer dans votre capteur de température que vous avez mis chez vous juste pour réguler votre plante verte, il peut savoir si vous êtes chez vous ou pas chez vous, parce qu'il va voir les rythmes de température qui vont changer, vous chauffez quand vous rentrez chez vous, et donc il peut créer une API pour vendre ça à des cambrioleurs qui pourront avoir très cher le droit de savoir si vous êtes chez vous ou pas chez vous. Donc si vous voulez, derrière cette question de la donnée, je vous brosse le scénario noir, mais il est réaliste. Enfin, il est réaliste aujourd'hui de dire que si vous achetez un capteur pas trop maîtrisé dans lequel il y a un soft que vous ne connaissez pas, qu'on ne sait pas d'où il vient, et qui est capable d'être envoyer quelques données à l'extérieur, des cambrioleurs pourront savoir si vous êtes chez vous autrement qu'en regardant par la fenêtre. Bon. Donc il y a derrière cette question de la maîtrise des usages de ces informations, de ces points de capture d'informations démultipliés. Et encore une fois, je vais dans le monde physique parce que la capture sur le web, vos actions, vos clics, machin, vous savez depuis longtemps que vous êtes observé, mais ça reste dans le monde virtuel. Ça ne va pas vous casser une porte, ça. Si, ça peut, quand on poste sur Facebook, salut, je suis en vacances à Koh Samui, voilà, ça veut dire venez me cambrioler quand même, ça. Il n'y a plus de frontières. Ouais, on est d'accord. Bon. Il y en a plus. Je suis d'accord. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, ça va se mêler. Simplement, pour revenir à la question, je pense que comme toujours, on est au début de l'histoire et donc on voit les avantages à partager des données. Il y a plein d'avantages. On commence à percevoir des inconvénients. Je pense qu'on est loin d'avoir compris collectivement comment répondre correctement, d'une part
à ce souhait de personnalisation, il ne faut pas le nier, il est utile, etc. Et d'autre part, à éviter tous ces scénarios plus ou moins catastrophes qui vont du hacker méchant jusqu'à, alors sans parler des gouvernements si on est parano, mais aussi tout simplement d'un usage abusif de si le service est gratuit, alors c'est vous la donnez. Et c'est là que je disais tout à l'heure, c'est important, enfin nous pensons que c'est important que cette compréhension de comment ça fonctionne, et je pense que je rejoins beaucoup ça. On peut dire que les jeunes comprennent comment ça fonctionne. Dans une certaine mesure, oui. Peut-être pas. Peut-être qu'on l'enseigne pas assez, par exemple. Peut-être que justement, c'est des choses qu'on peut aider. Comme on a appris dans le temps à lire les médias et à se rendre compte quand même qu'un média, il n'était pas si neutre que ça, qu'il avait une couleur et que quand même il fallait en lire plusieurs, etc. Bon, voilà. Je pense qu'on peut peut-être améliorer notre capacité collective à être réflexif sur nos usages du numérique, sans être ni noir ni blanc, mais en sachant ce qu'on fait. Donc nous, on travaille à des outils permettant de mettre des miroirs face aux gens de leur pratique en disant est-ce que c'est bien ça que vous voulez, et si c'est ça que vous voulez, pas de problème, hein, c'est votre choix, mais au moins c'est conscient, c'est compris. On a énormément d'éducation à faire, et je pense même chez les jeunes sur le fonctionnement de tout ça, parce que notre expérience immédiate ne donne pas toujours les clés de lecture de ce qui se passe à l'autre bout du monde, au fin fond de la Silicon Valley. Oui, je voulais ajouter quelque chose pour essayer de clarifier. Alors, avant d'ajouter cette chose, je voudrais dire quand même que les questions d'anonymat sont très délicates. Hein. On voudrait rappeler quand même qu'on ne sait pas vraiment anonymiser. Et on sera de moins en moins anonymisé. Par exemple, les données biologiques, hein, si on prend votre ADN, on va le séquencer de plus en plus rapidement. Donc là, c'est impossible à anonymiser, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y en a qu'un seul, en principe. Enfin, ou très peu qui sont semblables. Oui, des vrais jumeaux, oui. Ce que je voulais dire, c'est pour essayer, enfin, je pense, de clarifier un peu. Je crois qu'il y a une tension nouvelle qui existe. Donc, on l'a dit tout à l'heure, d'un côté, l'aspiration à la vie privée. Elle est apparue historiquement. Hein. Il faut bien savoir que ça n'est pas toute éternité qu'on veut protéger sa vie privée. Et on sait le dater, ça date de la fin du 19e. C'était à cause des journalistes, d'ailleurs, qui faisaient intrusion dans la vie privée de personnes célèbres. C'était pas Monsieur Tout-le-Monde. Et à ce moment-là, il y a eu des lois, il y a eu tout un tas de théories, et ça s'est généralisé. C'est une exigence de plus en plus commune. Effectivement, on pense qu'on a un monde à soi dans lequel on ne doit pas trop faire intrusion. Mais bien sûr, on se rend compte que c'est difficile. C'est ce qu'on a dit. Il y a une deuxième exigence, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'exigence de transparence. Et ça, c'est une exigence politique. Et effectivement, c'est en contradiction parce qu'on est à la fois un individu privé et en même temps, on a un rôle social. Vous êtes journaliste, et en même temps, si jamais on se rend compte que vous êtes impliqué, moi je me souviens d'Alain Duhamel, juste avant une élection présidentielle, on avait filmé une table ronde à Sciences Po où il disait tout le mal qu'il pouvait d'un homme politique de l'époque, enfin qui est toujours un homme politique, François Bayrou, et à la fin il disait mais de toute façon je le trouve bien, je voterai pour lui. Et ça a été ressorti 2 ans après, et on l'a mis en cause, on l'a empêché de participer aux commentaires de la campagne électorale. Ça veut dire qu'on est tous à la fois personnes privées et personnes publiques. L'instituteur de votre enfant, c'est un instituteur, je veux dire, il a une vie relativement modeste. En même temps, vous voulez savoir beaucoup de choses sur lui parce que vous n'avez pas envie que ce soit un pédophile. Hein, et donc, vous voyez, c'est une tension entre les deux. Transparence, vie privée. Puis il y a un troisième point qui est essentiel, c'est la sécurité. Sécurité, non seulement sécurité publique, sécurité pour les attentats, mais aussi, bien sûr, sécurité au sens de la santé. Et il y a une tension entre les trois, tout est antinomique. Hein, et l'opposition qu'il y a entre le gouvernement américain, par exemple, et Apple aux États-Unis est très intéressante de ce point de vue-là, puisque Apple dit « Ah ben nous, on protège les données privées », et puis le gouvernement américain, oui d'accord, mais nous, on veut assumer notre fonction qui est de protéger les individus. Et donc, moi j'appelle ça un trilemme, hein, sécurité, transparence, vie privée. Et je pense qu'il y a une tension entre ces trois termes. Il faudra la résoudre. Il n'y a pas de résolution, mais en même temps, je pense qu'il faut avoir des débats publics pour savoir comment, collectivement, on veut la résoudre. Vous voulez ajouter quelque chose et après, je passerai la main au monsieur qui est là-bas et qui agite. Vous releverez le... Vous avez plus de questions ? Moi, j'ai juste 20 secondes pour conclure. Je pense effectivement que le grand combat à venir pour moi, il est un combat de pouvoir, on peut le dire comme ça, entre les grandes plateformes digitales et les gouvernements. Et moi, je pense sincèrement que dans l'histoire, je ne sais pas à quel degré, on aura un effondrement des nations. Voilà, donc ça c'est clair. Et enfin des nations et des grandes religions monothéistes qui pour moi sont aujourd'hui mortes déjà aujourd'hui. C'est une question de temps pour leur éradication définitive. Et enfin, pour terminer...
pour terminer, je dirais que les deux éléments essentiels, l'élément essentiel pour nos générations à venir, c'est d'apprendre 2 matières fondamentales à l'école dès le plus jeune âge. Et moi, il faut commencer, à mon avis, dès le primaire. Il y a 2 choses à leur apprendre de façon urgente. 1, le code, et 2, la philosophie. Les gamins sont passionnés par la philosophie, et quand on leur apprend, comme je l'ai fait moi pour mes propres gosses depuis l'âge de 6 ans, ils sont parfaitement capables de maîtriser ces concepts et justement d'avoir ce point de vue critique sur le monde qui les entoure. Et donc décoder le monde, dans les 2 sens du terme, c'est ce que j'appelle de mes voeux, et c'est là où je serai donc ministre de l'Éducation bientôt, avec un peu de chance ou peu de malchance, mais en tout cas, je crois fondamentalement à ça. Monsieur. Oui, je regrette que vous n'ayez pas pu prendre la parole plus souvent, parce que finalement, il y en a eu souvent 3 monologues, et je regrette que les questions n'aient pas été plus fluides et répondu à vos questions pratiques, notamment, parce que vous avez souvent posé des questions très concrètes, et les réponses ont été différentes. Merci de venir à mon secours. Vous avez plutôt été dans vos domaines de spécialité, en oubliant peut-être la question et le sujet, qui était notamment sur l'impact sur les modes de vie et les pratiques des individus. J'avais une question qui concernait notamment sur la question qui a été posée par madame, qui était de se dire, aura-t-on besoin de s'intégrer quelque chose, une puce ou n'importe quoi, pour effectivement suivre à un moment donné la puissance technologique qui va faire qu'on pourra maîtriser l'impact énorme de ce qui nous arrive en termes d'information, publicitaire, informatique, peu importe. Mais en tout cas, est-ce qu'on va avoir besoin d'aide pour aller au-delà de ce que nous, on sait aujourd'hui? Deuxième point, il y avait rapport à, vous disiez, votre exemple du trampoline. Je voudrais simplement rappeler une chose que quand je faisais mes études, il y a donc fort longtemps, on avait cet impact marketing qui était, voilà, je mets une affiche tout au long du passage d'un individu de chez lui à son travail. Et puis, on s'est rendu compte, notamment par la publicité contre le tabac, les impacts de ce qu'on appelait la dissonance cognitive. C'est-à-dire que malgré le fait que la personne, sur son chemin, sur son trajet, domicile-bureau, pouvait voir tous les jours, chaque matin, l'affiche, disant que de fumer, c'était pas bon, il ne regardait pas, il n'avait pas vu finalement cette affiche. Cet impact de dissonance cognitive, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la technologie actuelle, où on est donc surchargé d'informations, est-ce qu'on a étudié le fait que comment va réagir les individus par rapport à ça? Je vais laisser Jean-Gabriel répondre, parce que d'abord, ça vous apprendra à ne pas répondre à mes questions. Voilà. Et Alors, je vais répondre aux 2 questions très rapidement. La première, est-ce que nous aurions besoin de dispositifs pour nous aider? Moi, j'ai parlé d'attention. En fait, j'ai répondu un peu à votre question. La ressource rare, aujourd'hui, c'est l'attention. Est-ce qu'on aurait besoin de dispositifs pour nous aider? Oui, bien sûr. Ça fait très longtemps, d'ailleurs. Je veux dire, depuis l'aube de l'humanité, on aurait eu besoin de dispositifs. On en a d'ailleurs quelques-uns. On a les lunettes qui nous aident dans certains. Mais est-ce qu'on sait les réaliser? Alors ça, c'est une autre question. Parce que là, toutes les études qu'on a montrées, je veux dire, toutes les études qui ont été faites là-dessus, montrent que, je veux dire, on n'a aucun élément. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous laissez entendre. On est quand même très, 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 très loin. Par exemple, l'extension de la mémoire, ça, ce serait le rêve. Vous imaginez, en plus, vous n'avez même pas besoin, vous voyez, on vous mettrait directement l'information dans votre mémoire externe, et puis ça rentrerait dans la mémoire interne. Oui, mais ça ne marche pas, ça. On ne sait pas faire encore. Alors, deuxième question sur la dissonance cognitive. Je vais essayer de vous apporter une réponse. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait des apprentis web designers dans une petite école qui avaient fait une enquête sur la façon dont leurs congénères appréhendaient les questions de vie privée. Alors là, c'était très intéressant parce qu'il y avait 3 catégories de gens, et c'était à peu près la même chose que dans le reste de la population. Donc les jeunes, ils ne sont pas si différents que ça, même les jeunes avertis. Donc il y avait les intrépides qui testaient tout. Ils s'en fichaient, ils passaient d'un truc à l'autre. Dès que quelque chose sortait, ils le testaient. 5%. Ensuite, il y avait les paranos. Alors eux, ils n'avaient pas de smartphone, ils avaient un vieux téléphone, etc. Ils étaient 5%. Et puis, il y avait le marais, 90%. Alors là, c'est la dissonance cognitive. Ils disaient, ouais, on ne devrait pas, c'est pas bien. Oui, mais comment faire autrement? Bon, on va quand même avoir un profil Facebook. Ah, puis il faut bien qu'on tweete. Donc, ils tweetent toute la journée, ils regardent leurs mails, etc. Et puis, ils savent en même temps que c'est pas bien pour la vie privée. sur la pub, Pierre? Oui, non, sur la pub, effectivement, non mais 500 milliards de dollars à peu près balancés par les marques en publicité au niveau mondial, donc je peux vous dire que ça marche. Donc ça fonctionne très bien la publicité. Maintenant, la publicité ne peut pas tout, et d'ailleurs, heureusement, au fond, il y a quand même le produit ou le service qui sont proposés.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le marketing et justement l'apparition, on va dire, de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle, permet justement d'avoir une bien meilleure adéquation entre les attentes explicites ou implicites des consommateurs et la réalité de ce que les marques vont pouvoir proposer. Et donc, bien entendu, il reste plein de campagnes publicitaires inefficaces. Ça, évidemment, c'est intrinsèque à la pub. Hein. Un grand publicitaire disait 50% de mon budget marketing ne me sert à rien. Le seul problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. Et quelque part, c'est toujours vrai, même si le digital a permis d'être quand même de plus en plus précis sur l'impact. Et donc là, on progresse aussi à grands pas là-dessus. Mais au fond, il y a quand même le produit et le service. Donc si vous martelez dans la tête des gens, vous prenez l'exemple de la cigarette, je crois, fumer, c'est pas bien. Oui, parfait. Sauf que le mec qui veut de toute façon, whatever happens, fumer et mourir, de toute façon, il va fumer et mourir. Voilà. Et la publicité ne peut pas tout. Mais heureusement, vous imaginez le monde affreux dans lequel on vivrait. Et Nicolas, peut-être le mot de la fin sur peut-être l'intelligence artificielle et sa diffusion dans un monde qui n'est pas l'Internet des objets, mais l'Internet de tout, ou l'Internet diffus. Juste un tout petit point par rapport à la question aussi. On a toujours ce geste, il nous faudrait un agent intelligent pour nous permettre de gérer ce monde de déluge d'informations. Et on a toujours ce geste-là, je l'ai vu là, je l'ai vu là-bas. Moi, je ne crois pas du tout qu'à court terme, on va incorporer ces agents ou ces aides. On en a déjà des aides. Hein. Moi, ça m'est mémoire. Je prends des photos quand je vais oublier des trucs. Ça, je l'ai dans la poche. Bon, de temps en temps, je le paume. Bon, okay. Donc, je pense pourquoi tout simplement parce que le hardware, ça c'est vite obsolète. On va pas se faire repérer tous les 3 mois pour changer un upgrade et tout ça. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un truc que je peux changer que de l'avoir incorporé. Donc, ça, c'est juste pour enlever un petit peu ce côté. On a ce côté, le robot, c'est de l'incorporation, etc. On a déjà toutes ces béquilles. La voiture, je rappelle, c'est un exosquelette. Ça fait longtemps que ça existe. On est dedans, ça nous avance d'un point A à un point B beaucoup plus vite qu'on pouvait le faire à cheval, et ça s'appelle un exosquelette. Bon, il n'est pas dedans. Hein. Donc voilà, cela étant dit, je pense que cette intelligence artificielle, ce qui est vraiment important, elle va se développer. Je pense qu'il faut être modeste. On est dans la phase où on croit que demain, nous aurons ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on est capable de converser, qui est généraliste, capable de tout résoudre tous les problèmes. Elle sait peindre, elle sait faire des tas de trucs, elle répond à mes questions, etc. On en est extrêmement loin de mon sens. On a des intelligences artificielles spécialisées, extrêmement puissantes, et tâche par tâche, plus puissantes sur cette tâche que nous-mêmes. Ça, c'est sûr. En tout cas, dans beaucoup de tâches. Pas dans toutes les tâches, mais dans beaucoup de tâches. Et on prend un peu de temps, un peu d'argent et un peu de données, et on aura des intelligences artificielles dans toutes les tâches, capables de faire mieux que nous dans cette tâche-là. Et ça, faut vivre avec, il faut apprendre à s'en servir. Moi, ce que je pense, c'est qu'une entreprise, il y a 25 ans, qui ne voulait pas s'informatiser et qui voulait rester à papier-crayon, elle est morte. Hein. Excel est arrivé et puis tous les comptables sont passés sur Excel. Je pense que demain, toutes les entreprises, si elles n'ont pas des techniques d'intelligence artificielle pour faire du béton ou faire des télécoms, si c'est Orange, ou pour faire n'importe quoi, elles seront out of business assez vite, tout simplement parce qu'il y aura des choses qui seront faites mieux. À titre individuel, c'est là aussi qu'on a un enjeu, parce qu'il faut qu'on apprenne à se saisir de ces capacités, il faut qu'on nous les offre déjà, il faut qu'on les utilise à nos propres fins, dans nos propres motivations, et qu'effectivement, moi je vois assez le monde. Alors, j'ai bien aimé la conclusion un peu comment dire, provocante. Alors, je rajouterai une. Moi, je vois bien un monde où la fin de la publicité est là, puisque j'ai quelque part un débat permanent entre mon agent qui sait ce que je veux à peu près et des agents des grandes marques qui veulent me vendre leur value proposition, et que ce débat aura forcément lieu, pas forcément par des 4x3 dans la rue, mais peut-être par des machines qui vont se parler à toute machine. Tel est mon credo absolu. Et c'est je vais vous la fin de l'ère interrompre publicitaire, mais l'ère des contenus, démultiplication des contenus de marque partout. Je suis désolée, il faut que j'arrête. Je crois que c'est le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire la pause café. Il me reste à remercier brillant intervenant. Merci Jean-Gabriel, merci Nicolas, merci Pierre. Je vous les livre.